Bonjour. Je voudrais vous remercier à nouveau de votre présence, chers collègues chefs d'établissement, rejoints par vos collaborateurs, adjoints, pédagogiques, attachés de gestion, tout ce qui fait les équipes qui travaillent quotidiennement à vos côtés et qui font que généralement vous pouvez, en confiance, vous déplacer et trouver du temps pour vous investir dans les différents mandats du SNEL. Je voudrais saluer parmi nous la présence singulière mais amicale d'une délégation québécoise de la Fédération des Cégeps, donc à commencer par le directeur des affaires internationales, monsieur Francis Brown. Alors je ne sais pas, est-ce que Francis est revenu de son déjeuner? Il est où, Francis? Il n'est pas encore arrivé, tant pis pour lui. Et puis alors, il y a une personne qui est là, que je vois, qui est en face de moi et qui va se lever. Il s'agit en quelque sorte d'un ancien combattant, d'un directeur général qui était déjà là il y a 4 ans dans la première délégation de nos amis québécois, il y a 5 ans même, c'est Pierre Bédard. Donc s'il peut se lever, Pierre, voilà, directeur général du Cégep de Matane. Merci. Et Pierre nous a gentiment reçus dans la dernière mission SNEL, il y a quelques mois, lorsque nous étions en tournée sur la rive sud du Saint-Laurent. Voilà. Je vais maintenant remercier très très chaleureusement toute l'équipe de préparation du congrès. Un congrès sur le thème du plaisir. Alors, ça a interrogé beaucoup de monde, hein. T'aimes le plaisir, mais qu'est-ce qu'ils ont donc? Est-ce que c'est pas un peu futile? Est-ce que c'est pas un peu facile, etc. Je voudrais juste revenir sur la genèse du projet. Un congrès, ça ne se prépare pas comme ça en quelques semaines ou en quelques mois. C'est beaucoup de travail, c'est toute une maquette, toute une problématique, des intervenants à trouver. Et il faut se resituer il y a un petit peu plus d'1 an. Et il y a un petit peu plus d'1 an, rappelez-vous, les conditions n'étaient pas top. On n'était pas encore tout à fait sorti de la crise sanitaire. On commençait à retrouver un fonctionnement à peu près normal, mais pas tant que ça. Et un jour, en faisant comme ça du brainstorming en conseil d'administration, il y a quelqu'un qui a dit « mais il faudrait vraiment qu'on fasse un truc pour essayer de faire en sorte qu'on retrouve un peu de plaisir, que les élèves retrouvent le plaisir d'apprendre, que les profs retrouvent le plaisir d'enseigner, et puis que nous aussi, on retrouve un peu de plaisir dans notre métier, parce que ce qu'on fait actuellement, c'est franchement pas palpitant. Voilà. Gérer des circulaires, des contraintes, des organisations, faire attention à tout, c'est compliqué, on a vraiment besoin de retrouver un plaisir. Francis, reste debout s'il te plaît, et fais coucou à la salle. Francis Brown. Et pour nous accompagner dans ce congrès qui va débuter donc dans quelques instants, Denis Perron, donc journaliste à la Croix, spécialiste des questions éducatives et depuis quelques années, grand spécialiste du SNEL. À vous, Denis. Merci beaucoup, Vivien Joby. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être à vos côtés pour ce congrès 2023 résolument tourné vers le plaisir. Alors le plaisir, nous dit le Larousse, eh bien, c'est cet état de contentement que crée chez une personne la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. Bon, certes, mais ça ne nous dit pas quelle forme ce plaisir peut revêtir au sein d'une communauté éducative. Et évidemment, ça ne nous dit pas non plus dans quelle mesure ce peut être le moteur des apprentissages, un carburant pour les équipes. Alors ces questions et bien d'autres, eh bien, elles vont nous occuper d'ici à demain midi. Et pour présenter plus avant cette thématique, eh bien, je vous propose d'accueillir à présent celle qui, avec délectation, a présidé la talentueuse commission congrès. Mesdames et messieurs, Sophie Martinez. Mais faut gérer parce qu'il y a la page de précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.
Sophie. Belle entrée en matière avec cette musique de Mary Poppins. Je ne sais pas pourquoi. Bon, certains dans la salle le savent, donc on essaiera d'ébruiter discrètement ce surnom qui est le tien d'ici à la fin de ce congrès. Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour à tous et bienvenue. Alors Sophie, il y a un mot que j'ai déjà prononcé à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, et c'est un mot qui évoque la satisfaction, le contentement, le bien-être, éventuellement, pourquoi pas, la volupté, voire la licence carrément. Parce que je crois qu'il y en a certains qui ont cru lire des messages subliminaux dans la vidéo de teasing que la commission congrès a tournée. Effectivement, on peut dire ça. Bon. Enfin, malgré tout, moi je ne peux pas m'empêcher de te demander et de te faire une confidence. Moi je trouve ça un peu étrange quand même. Voilà. Je trouve ça étrange de placer le plaisir au cœur de notre rendez-vous alors qu'à longueur de journée, on nous parle de crise climatique, on nous parle d'inflation, de crise énergétique, de nouveaux variants, du niveau calamiteux des élèves en français. Et alors même que demain, a priori, la France sera paralysée. Et ça, on a vu d'ailleurs tout à l'heure que ça commençait par la grève contre les retraites. Qu'est-ce qui vous a pris de placer le thème du plaisir au cœur de ce congrès ? Mais justement, Denis, c'est vraiment tout l'enjeu de ce congrès. C'est comment, au beau milieu de la tempête, on peut trouver un peu de réconfort. Comment faire pour ne pas céder au désespoir ambiant. Et comment aussi, finalement, le plaisir peut s'exprimer dans son travail, à travers nos missions. Est-ce que le plaisir, comme ça, dans son travail, justement, c'est pas le meilleur antidote à cette morosité ? Oui, sans doute, mais enfin, on sait qu'un certain nombre de chefs d'établissement, de professeurs, d'élèves éprouvent une forme de malaise. Et là, je parle cette fois-ci sérieusement. C'est un phénomène qui a été renforcé, malheureusement, par la crise du Covid. Est-ce aussi pour les aider à renouer avec une forme de plaisir que vous avez choisi de manière volontariste un thème comme celui-ci ? Oui, alors Viviane l'a exprimé tout à l'heure, effectivement, à l'issue de ces 2 années de Covid, qui ont quand même été très très lourdes à gérer pour nous, toutes ces contraintes, ces changements, ces mesures sanitaires qui ont été exprimées, on s'est rendu compte qu'on pouvait perdre le sens même de notre mission. Et donc, à l'issue de ce brainstorming est venue cette idée de plaisir, c'est pour éviter justement que la perte de sens impacte nos communautés éducatives. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Jean-Pierre qui avait lâché le mot plaisir, et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. On remercie Jean-Pierre, voilà. Effectivement, mais vous connaissez le proverbe « plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié ». On va le vérifier pendant ce congrès. Le vrai plaisir, notamment celui qu'éprouvent les chefs d'établissement, c'est un plaisir qui finalement est rarement individuel. Complètement. Et j'oserais même dire que le plaisir du chef d'établissement, c'est le moteur pour nos communautés éducatives. On a quand même, Sophie, on a quand même l'habitude de dire que les chefs d'établissement, je ne suis pas sûr que vous me contredirez, les chefs d'établissement croulent littéralement sous les problèmes à régler. Et pourtant, vous affirmez qu'ils prennent du plaisir. Alors, nécessairement, on s'interroge un petit peu sur la nature de ce plaisir. Est-ce que c'est un plaisir, masochiste ? Alors dit comme ça, on pourrait le croire effectivement. Non, je pense que c'est avant tout le sens des responsabilités qui vraiment est source de plaisir pour le chef d'établissement. Alors évidemment, le plaisir est rarement immédiat. Je parlerais plutôt d'un plaisir différé. D'accord, plaisir différé. Je vous propose qu'on fasse tout de suite un petit sondage à main levée, si ce n'est pas trop vous demander au sortir du repas. Ce n'est pas un effort trop violent, je pense. Qui parmi vous dans la salle, n'hésitez pas à vous dénoncer, qui a pris du plaisir au travail, disons depuis la reprise du mois de janvier ? Ah, un bruissement. Alors là, la personne qui doit se dénoncer, c'est celle qui n'a pas pris de plaisir. On est rassurés ? Oui, complètement. Je crois qu'on est rassurés. Bon, vous êtes rassurés vous aussi, collectivement ? Bon. Parfait. En tout cas, on touche là au cœur de notre problématique. Qu'est-ce que c'est finalement le plaisir ? C'est une des grandes questions qui vont nous occuper notamment en ce début d'après-midi. Oui, alors nous allons solliciter 3 éclairages, dont ceux du philosophe Roger Paul Droit, du psychologue Mathieu Cassotti et du pédagogue Jim Howden.
Alors, la suite de notre programme, eh bien, c'est une table ronde qui va permettre d'ouvrir large l'horizon et d'aller voir comment, dans des secteurs plus ou moins éloignés de l'éducation, eh bien, on prend du plaisir, même quand ça n'est pas simple. Oui, c'est ça. Ça sera le plaisir malgré tout. Alors, ce sera en compagnie de Maude Fontenoy, navigatrice, Sophie Rosensbeck, qui est grand reporter, Pascal Favredan, chef étoilé, Daniel Federspiel, autorité de tutelle et provinciale des Salésiens de Don Bosco, et Jérôme Aucordier, directeur de l'association Les Colibris. Et à la suite, nous aurons le défi des régions, qui cette année sera collectif. Oui, un défi collectif. Effectivement, nous éprouverons le plaisir de chanter ensemble avec une promenade musicale sur les Champs-Élysées. Et je vous laisse faire les palapapa derrière. Padam, pam, pam. Voilà, très bien. Bon, il n'y a pas d'autre surprise. C'est fini. Ensuite, évidemment, on reste bien dans le thème du congrès, puisqu'on va partager un excellent dîner. Et puis demain matin, eh bien, on se demandera si le plaisir est la condition d'un management réussi, efficace. Alors nous posons cette question à Benoît Serre, qui est le DRH de L'Oréal et vice-président de l'Association nationale des DRH de France. Et Vivien, bravo pour le défi. Il comprendra. On a hâte de voir ça. Nous aurons ensuite l'honneur d'accueillir Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique. Nous nous intéresserons à la façon dont les Québécois abordent la notion de plaisir au sein de leur système éducatif, notamment au sein des cégeps, chers à Francis Brown, les collèges d'enseignement général et professionnel. Et puis viendra le temps d'une dernière table ronde à laquelle vous participerez, Sophie, en compagnie des autres membres de la commission congrès. Tout à fait. Ce sera donc l'occasion de tirer les enseignements de cette année de préparation et de tout ce que nous allons recevoir au cours de ce congrès. Quelques mots encore sur nos partenaires. Alors, je vous invite à prendre du plaisir sur les temps de pause. Les temps de pause sont un peu plus longs cette année pour que vous puissiez profiter de tous nos partenaires qui sont dans la salle Ménan et profiter aussi des jeux et du photobooth qui est à votre disposition au foyer de Bussy. D'accord. Alors, pour le baby-foot, vous avez vu, c'est un peu la mi-temps. Il va falloir patienter un petit peu. Merci Sophie pour cette introduction. J'ai bien pensé à un petit numéro de claquette pour faire une transition, mais je crois qu'on va entrer dans le vif du sujet et donc aborder cette première partie de ce congrès consacré au plaisir. Le plaisir Kesako. Eh bien, pour répondre à cette question, on va essayer de mobiliser les apports de la philosophie, de la psychologie, de la pédagogie. On fera aussi circuler évidemment les micros dans la salle pour que vous puissiez interroger et interpeller nos invités. Et nous allons commencer par remonter loin, très loin dans le temps, jusqu'aux penseurs de l'Antiquité. Et pour ce faire, nous allons nous tourner vers un philosophe de renom, normalien, agrégé, ex-chercheur au CNRS, chroniqueur et auteur d'une 40aine de livres qui ont été traduits dans le monde entier. Sa riche bibliographie, eh bien, elle mêle des ouvrages scientifiques, des essais personnels, des fictions et des analyses de problématiques de notre temps. Mesdames et messieurs, je vous propose d'accueillir chaleureusement Roger-Paul Droit. Bonjour Roger-Paul Droit. Merci à vous tous. Merci aussi aux organisateurs de m'avoir invité. C'est évidemment avec plaisir que je suis là. Et le plaisir aussi de voir Denis Perron, parce que nous nous sommes beaucoup entretenus par téléphone autrefois, plusieurs fois. Et voilà, je ne l'avais jamais rencontré. Alors l'avantage de la philosophie, c'est qu'elle a été inventée à une époque où il n'y avait pas la 3D. Donc on n'a pas besoin d'artifice pour penser et prendre du plaisir à penser ensemble. Et là, on va évidemment convoquer les penseurs qui vous ont précédé. Je l'ai dit, on va faire une remontée dans le temps. J'ai envie de vous demander, donc en regardant dans le rétroviseur, à quelle époque la notion de plaisir, finalement, elle est devenue objet d'étude pour les philosophes. Très tôt dans l'Antiquité grecque. Mais avant, je voudrais dire ou souligner la difficulté d'aborder cette question, qui a l'air très simple, mais c'est justement parce qu'elle a l'air très simple. Je pense que vous connaissez tous
une phrase célèbre de saint Augustin dans les Confessions au livre 10 à propos du temps. Il dit « Si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je le sais. Si on me le demande, je ne le sais plus. » Eh bien, je crois qu'on peut absolument en dire autant du plaisir. C'est une notion qui nous est absolument commune. Depuis toujours, nous utilisons ce mot, nous avons le sentiment de bien savoir de quoi il s'agit, nous avons tous éprouvé des moments de satisfaction, de joie, de jouissance, de petits ou de grands plaisirs, mais dès lors qu'on va nous demander « définis-moi un peu de quoi il s'agit, dis-moi comment en produire l'idée, la notion, le concept même de plaisir », là, ça devient beaucoup plus difficile, parce que il y a aussi une infinité de plaisirs qui sont comme caractéristiques communes, ils sont tous éphémères, ça c'est un grand point, mais surtout, il y a les plaisirs, évidemment, de la table, du corps, de la boisson, du sexe, les petits plaisirs de la vie, les attentions, les plaisirs de l'amitié, peut-être aussi les plaisirs parfois de l'inimitié, de la rupture, enfin toutes sortes, si vous voulez, de choses si diverses. Plaisir de l'imaginaire, plaisir de la découverte, plaisir de la répétition, la première fois ou la nouvelle fois, qu'on se dit, et Philèbe, le dialogue de Platon mettait déjà en scène cette difficulté, que le plaisir, c'est quelque chose qui est à la fois infini en apparence et d'une certaine manière indiscernable ou très difficile à attraper. Alors, je n'ai pas oublié la question. On pense souvent, par exemple, quand on pense plaisir, et penseurs de l'Antiquité, on pense épicuriens, ils ne sont pas les seuls, si? Non, ils ne sont pas les seuls. On peut même dire, si vous voulez, que la question du plaisir, elle est absolument centrale dans toute l'Antiquité grecque et romaine. Et pas seulement parce que les philosophes ne parleraient que de cela, mais parce que l'idée de plaisir, elle se trouve d'une certaine manière connectée, reliée à toutes les grandes questions, à la fois morales, politiques, existentielles. Est-ce que le plaisir, qu'il s'appelle les Grecs hédonais, d'où notre hédonisme, la recherche du plaisir, est-ce que c'est la même chose que le bien? Est-ce qu'il y a un bien qui, au contraire, entraînerait que l'on laisse tomber un certain nombre de plaisirs pour le rechercher? Et puis aussi, est-ce que la question du plaisir est la même que la question de la vertu? Alors la vertu, c'est mal traduit, vous savez, pour nous, ça a un côté un petit peu prix de vertu, austérité, chaisière, rosière et tout ça, alors que le terme grec qui dit la vertu, ou qu'on traduit mal par la vertu, c'est arete, qui signifie l'excellence. Ce qui est possible de mieux. Alors on parle de l'excellence d'un cheval, alors vous pouvez pas, ou de l'excellence de l'œil, qui n'est d'être ni myope ni presbyte, vous ne pouvez pas parler de la vertu de l'œil ou de la vertu du cheval, en tout cas dans notre sens. Et tout cela est relié, et c'est pourquoi c'est une notion centrale. Alors je ne vais pas évidemment me lancer dans un cours de philosophie, parce qu'on y serait, d'abord ce n'est pas l'objet, ça ne vous ferait pas forcément plaisir, Si. Mais surtout, ce serait très long, parce que toutes les écoles en parlent. Bien évidemment, Socrate, pour commencer, qui s'interroge sur les rapports entre plaisir et bien et morale. Ensuite, alors on trouve ça notamment dans le Philèbe de Platon, dans le Gorgias, dans le Ménon. Et puis, il y a les cyniques qui, avec Antisthène, refusent le plaisir, comme étant une sorte d'égarement, alors qu'il faut vivre selon la nature et selon le bien. Il y a bien sûr ensuite les écoles qui recherchent le plaisir, ce qu'on appelle les cyrénaïques, Aristippe de Cyrène en particulier, et puis le plus connu sans doute de tous, que vous venez de citer, Épicure, et son disciple latin, Lucrèce. Je crois que si on entrait dans ce dédale, on risque de se perdre. Je voudrais retenir juste deux grandes questions et les lier à la pédagogie. Une question qui traverse toutes ces écoles et tous ces débats, c'est l'opposition entre ce que les Grecs appellent un plaisir en mouvement et un plaisir en repos. Alors, c'est très simple. Le dénominateur commun de tout cela, avant, il faut préciser
que le dénominateur commun est finalement une définition du plaisir. Pas la seule, mais une bonne définition. C'est le fait qu'un désir, une tension soit apaisée. Tension de la faim, apaisée quand on mange, et cela fait plaisir de satisfaire et assouvir sa faim. Tension de la soif, tension du désir sexuel, tension du sommeil aussi et de la fatigue, et on prend plaisir à dormir. Ça, cette idée, c'est la satisfaction naît du comblement d'un manque ou de l'apaisement d'une tension, ce qui est à peu près la même chose. Elle est commune, finalement, à la plupart des penseurs de l'Antiquité. Elle se retrouve encore aujourd'hui dans la psychanalyse ou chez Freud, enfin l'idée du désir comme manque et du plaisir comme comblement de ce manque. C'est très simple comme schéma, peut-être trop simple, mais c'est, je pense, parlant. Et à partir de là, ce qui, dans l'Antiquité, a été un point de débat tout à fait important, c'est ce rapport entre plaisir en mouvement ou plaisir en repos. Ou bien, vous vous dites, il faut que je satisfasse le plus possible de désirs pour avoir le plus possible de plaisir. Et vous allez être dans l'idée, entretenons en nous des désirs multiples pour pouvoir les satisfaire. Et ça, c'est ça la recherche hédoniste du plaisir, c'est ce que les Cyrénaïques appellent le plaisir en mouvement. Il faut finalement multiplier les tensions pour multiplier leur satisfaction et donc les plaisirs. Et puis vous avez une autre version, qui est celle d'Épicure et de bon nombre de ses successeurs, qui est le plaisir en repos. On mettra l'accent non plus sur la tension et sa satisfaction, mais sur le bien-être d'après. Enfin, je n'ai plus faim. Ah, c'est bien, j'ai mangé. Ah, enfin, je n'ai plus sommeil, c'est bien, j'ai bien dormi. Vous voyez l'idée que l'accent est mis sur le fait de n'être plus en tension, et c'est plutôt l'après du plaisir que ça recherche qui est mise en lumière. Ce qu'on voit là, c'est que peut-être l'idée, le lieu commun qu'on a à propos des épicuriens est un peu erroné chez nous. Alors je voudrais quand même, puisque le temps passe, vous avez conscience qu'on est dans un délai, un temps contraint. On est ici, vous n'êtes pas sans l'ignorer, devant une majorité de personnes qui travaillent dans l'enseignement catholique. Je pense que ce serait intéressant d'évoquer la façon dont les penseurs chrétiens abordent cette question du plaisir. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, une notion un peu suspecte, voire taboue? Alors je crois que si on met l'accent effectivement sur une certaine vision peut-être un peu caricaturale, et même certainement caricaturale de l'enseignement catholique dans son histoire, avec le rejet des plaisirs du corps, l'idée que cela est néfaste, à rejeter. C'est une vision, je crois, trop simple. On peut voir que chez saint Augustin lui-même, il y a un culte des plaisirs et aussi une attention. Ça ne veut pas dire que cela doit être majoritairement recherché, mais ça veut dire qu'il n'y a pas cet ascétisme plus ou moins mortifère que l'on a attribué au christianisme, qui après tout est une religion de la chair d'abord. Mais je voudrais surtout, du point de vue philosophique, insister sur une pensée qui pourrait vous servir et qu'on pourrait retrouver aussi plus tard dans notre débat d'aujourd'hui. Grand penseur repris par l'Église ou glorifié par elle, Aristote, écrit dans l'Éthique à Nicomaque, et je crois que c'est une grande pensée, « Toute activité engendre un plaisir propre ». Toute activité engendre un plaisir propre. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas, cette fois, de classer entre les plaisirs, on peut le faire après, mais de concevoir qu'il y a dans la perfection, l'achèvement, le développement, l'épanouissement individuel ou collectif, on va en parler, d'une activité, toujours quelque chose qui peut l'accompagner comme plaisir. Et ce plaisir, il est, je crois, non seulement il n'est pas condamnable, mais il est radicalement moteur
de notre existence. Pourquoi voulons-nous apprendre quelque chose, sinon parce que nous avons cette faim de connaissances que nous assouvissons, quand on y arrive, et découvrir quelque chose est un plaisir. Le plaisir moteur de notre existence. Merci beaucoup, Roger-Paul Droit. Nous allons à présent accueillir notre deuxième intervenant, un invité qui va nous aider à aborder cette notion de plaisir sous un autre prisme, celui de la psychologie et des neurosciences. Cet invité est professeur de psychologie et de neurosciences du développement à l'université Paris-Cité. Il est chercheur au sein du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, et ses travaux portent plus précisément sur la prise de décision et la créativité chez l'adolescent. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Mathieu Cassotti. Comme il vous plaira, celui qui vous fera plaisir. Merci beaucoup, Mathieu Cassotti, pour votre présence. Alors, on a envie là aussi peut-être de commencer par une plongée dans le temps. Dans quelle mesure les psychologues se sont intéressés au fil du temps à la notion de plaisir ? Parce que c'est une notion centrale. J'ai failli vous interrompre tout à l'heure en disant plaisir, ça rime avec désir. Est-ce que finalement, dans la philosophie, c'est pas davantage présent comme notion? En tous les cas, il me semble que dans la psychologie, c'est plutôt le cas. Mais dites-moi. Alors, ce qu'il y a bien, c'est que si la philosophie est un peu embêtée pour la définition, la psychologie l'est tout autant, bien évidemment. On n'a pas fait mieux que les philosophes et on est toujours un peu empêtré dans une difficulté à le définir. Mais nous, en psychologie, on a tendance à essayer d'éviter le problème. Donc, on ne parle pas tant de plaisir en réalité. Alors, bien sûr, il y a la psychanalyse, l'a fait beaucoup. Mais je parlerai peu de la psychanalyse, mais on a plutôt, en neurosciences, on s'est plutôt intéressé à la notion de renforcement ou de récompense. Et la question qu'est-ce que c'est que le renforcement, pardon ? Le renforcement, c'est tout ce qui va permettre en fait d'augmenter la probabilité d'obtenir en fait une réponse, la même réponse plusieurs fois. Donc c'est comment on va pouvoir renforcer ce comportement, et ça joue avec cette question de la récompense. Et donc les neurosciences vont parler plus de récompense et de réseau de récompense que de plaisir. Maintenant, il y a un domaine dans lequel la question du plaisir a été intéressante et a été développée, c'est dans le domaine de la psychologie dite positive. Alors, on a dit beaucoup de choses sur la psychologie positive. En réalité, c'est une sous-discipline de la psychologie qui s'est construite en opposition, ou en tout cas de façon complémentaire à une psychologie plutôt centrée sur la psychopathologie, où on regardait que les choses négatives qui arrivaient, d'essayer de comprendre les processus qui expliquent les pathologies. La psychologie positive, elle s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose, mais pour essayer d'expliquer le bien-être et expliquer comment on peut s'épanouir individuellement, mais aussi collectivement. Et donc, elle va aller s'intéresser à ces processus-là. Et donc, bien sûr, elle se dit, peut-être que le plaisir est une composante du bien-être. Et là, les résultats, parce qu'on se confronte à cette expérimentation, sont assez un peu étonnants. Bien sûr que le plaisir compte, mais cette temporalité du plaisir, tout à l'heure, vous avez tous ressenti du plaisir. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous avez ressenti du plaisir, vous l'avez ressenti à un moment donné de votre journée, mais pas forcément sur la continuité. Et ça ne veut pas dire que ce petit plaisir que vous avez ressenti est une composante du bien-être. Le bien-être n'est pas la somme des petits plaisirs. Et c'est un des résultats de la psychologie positive, c'est que pour avoir justement du bien-être, il y a d'autres composantes qui sont fondamentales. L'engagement, le fait de pouvoir s'engager dans l'action. Si vous regardez une série Netflix, vous allez avoir du plaisir, mais vous ne engagez pas, vous êtes passif. S'engager dans une action, ça peut effectivement stimuler le bien-être. Et la quête de sens. La quête de sens, l'idée que l'action qu'on va faire a du sens, là aussi est fondamentale pour le bien-être. Davantage que le plaisir en lui-même. Y compris pour le plaisir ou pour le bien-être. C'est-à-dire qu'on a plaisir à exercer un métier comme vous qui fait sens. Et des fois, on perd un petit peu le sens de ce métier, du métier, et en particulier parce que ce qui va motiver justement cet engagement,
il y a un certain nombre de besoins qui vont devoir être satisfaits. Et en particulier, il y en a 3 qui sont assez importants et qui demandent une motivation intrinsèque, c'est-à-dire que vous devez être motivé vous-même et pas une injonction à faire les choses et à vous engager. La première chose, c'est les compétences. C'est de pouvoir exprimer ses compétences. Ça, c'est extrêmement important parce que vous avez des compétences et souvent dans la pratique professionnelle, on a l'impression qu'on vous interroge ou en tout cas on vous demande de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas en lien avec l'expression de ces compétences. La question d'autonomie, être capable de faire par soi-même, ou en tout cas d'avoir l'illusion ou l'impression que le comportement, l'action que je suis en train de mener, c'est moi qui l'ai décidé. Et la troisième chose qui est importante, c'est la relation sociale. C'est d'appartenir à un groupe et d'avoir ce sentiment d'appartenir à un groupe. Et tout ça, ça va être une composante de l'engagement qui est fondamentale pour le bien-être, davantage que le plaisir en lui-même. Donc le bien-être, ce n'est évidemment pas que la somme des plaisirs, ce qui ne nous empêche pas d'en prendre. Et alors une question quand même qu'on se pose, aujourd'hui on dispose de moyens assez puissants, on peut faire des IRM, etc. Est-ce qu'on peut identifier sur un scanner ou par une analyse des hormones, etc., est-ce qu'on peut identifier le plaisir? Est-ce que ça active des zones particulières du cerveau, par exemple? Alors, bien sûr, quand on parle de plaisir, on parle de plein de plaisirs différents. On a interrogé en psychologie, en fait, on a listé un ensemble d'activités en fait, qu'on peut faire sur la vie quotidienne, et puis on leur a demandé à quel point ça procurait du plaisir et combien de temps ils y passaient. Je trouve que c'est intéressant dans le contexte parce que ce qui est au top, en fait, c'est plutôt les activités sexuelles, donc qui provoquent le plus de plaisir. En tout cas, c'est ce que disent les gens, et les relations sociales. C'est les deux qui sont vraiment dans le top. Après, on a mangé, mais ce qui est au plus bas. Ce qui est au plus bas, et je pense que c'est encore plus important, ce sera encore plus important demain, c'est de passer du temps dans les transports en commun. Donc le temps dans les transports en commun provoque, et pourtant on y passe beaucoup de temps, parce qu'on passe en moyenne 1 heure, 1 heure et demie dans les transports en commun. Par contre, le temps de transport provoque absolument pas du tout de plaisir. En imagerie cérébrale fonctionnelle, on peut identifier ce qui se passe lorsqu'on reçoit une récompense. Donc on a tout un tas de recherches qui ont cherché à regarder quelles étaient les régions cérébrales ou les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans la récompense. Et là, on a pu identifier tout un tas de structures. On l'a fait en neurosciences chez l'animal. C'est-à-dire que si vous laissez même le rat stimuler son noyau accumbens, il va avoir tendance à le faire de lui-même jusqu'à la mort. C'est-à-dire que véritablement, ça lui procure du plaisir et il va rechercher ce plaisir et il va le faire jusqu'à la mort. Ça marche moins bien chez les êtres humains, mais on a aussi des situations dans lesquelles on va pouvoir stimuler justement ce réseau de la récompense. Bien évidemment, les jeux vidéo, par exemple, c'est typiquement toute une entreprise qui a cherché justement à stimuler le plus possible les récompenses des individus, toujours en trouvant une façon positive en fait d'annoncer même une défaite. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite récompense, toujours un petit plaisir. Vous avez perdu, mais vous avez été le meilleur à faire telle ou telle chose, ce qui permet de stimuler la récompense et de continuer en fait dans l'action. Alors c'est pas mal que vous parliez de jeux vidéo parce que je crois que les ados aiment bien ça. J'ai cru comprendre. L'an dernier, vous avez co-signé avec Grégoire Borst un ouvrage intitulé « C'est pas moi, c'est mon cerveau » pour enfin comprendre ce qui se passe dans la tête d'un ado. Est-ce que le plaisir se manifeste différemment selon qu'on est enfant, adolescent, adulte ? Alors, dans le cerveau, on a pu montrer que la réactivité de ce système de récompense, donc cette réaction face au plaisir ou en tout cas à une récompense, qui peut être très variée parce que ça peut être un sourire, ça peut être tout un tas de choses, hein, c'est pas uniquement une récompense financière, va être différente chez les adolescents. C'est-à-dire qu'on va avoir une surstimulation du réseau de la récompense par rapport aux adultes. Et la nature même des récompenses qui sont importantes pour eux ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les adultes, même si, bien évidemment, pour nous aussi, les relations sociales sont essentielles, mais là, les relations amicales à l'adolescence vont surstimuler ce système de récompense. Et comme ils ont plus de difficultés, parce que c'est bien de ressentir une émotion, d'avoir un sentiment, mais c'est aussi bien de pouvoir le réguler à la hausse ou à la baisse, mais comme ils ont plus de difficultés à réguler en fait leurs émotions, ça peut conduire effectivement, par exemple, à des prises de risques ou à des recherches de stimulation et de récompense dans tout un tas d'activités qu'on préférerait qu'ils évitent au maximum. Merci beaucoup Mathieu Cassotti, et je me tourne vers vous, Roger-Paul Droit, pour solliciter une première réaction. La psychologie et les neurosciences, elles constituent des disciplines bien plus jeunes que la philosophie. Est-ce qu'en nous éclairant sur le fonctionnement du cerveau et des émotions, elles influencent le travail
des philosophes. Pour prendre les choses un petit peu différemment, est-ce que les penseurs de l'Antiquité que vous avez cités, est-ce qu'ils auraient infléchi leur discours s'ils avaient eu connaissance de l'imagerie fonctionnelle cérébrale dont nous parle Mathieu Cassotti? Certainement, certainement, parce que, mais il ne faut pas oublier qu'il y a chez les penseurs de l'Antiquité déjà des modèles qui correspondent évidemment aux techniques de leur temps. Il y a une pensée des automatismes que nous vivons sur le mode de la marionnette chez Platon. Il y a Aristote qui pense l'âme humaine et la mémoire sur le mode de la tablette, évidemment de cire, pas la tablette numérique. Et je crois que chaque époque, évidemment, fait appel à son modèle technique pour penser du psychique et du psychologique. Et un des modèles que nous utilisons depuis ces dernières années, c'est celui de l'ordinateur, mais il est aussi piégeux, si j'ose dire, parce qu'il conduit à cette idée que le cerveau n'aurait qu'un fonctionnement computationnel, avec l'idée qu'il se serait reproductible, qu'on pourrait d'une certaine manière, si on modélise le fonctionnement cérébral, le reproduire à l'extérieur dans les machines, alors que c'est oublier ce que, évidemment, le cerveau a aussi de liens profonds à l'organique, à un organisme, à la chair. C'est Jean-Didier Vincent qui disait que le cerveau, c'est le cri de la chair. Et pour répondre à votre question sur l'influence des neurosciences aujourd'hui sur la philosophie, je crois qu'elle commence à exister fortement et qu'elle ne fera très probablement que progresser, puisque Mathieu Cassotti est un éminent représentant de tout cela, mais ça fait plusieurs décennies que les choses progressent. Je pense à Jean-Pierre Changeux, je pense à Stanislas Dehaene, Lionel Nakache et bien d'autres. Et j'ai eu, pour ma part, l'an dernier, l'occasion avec Yves Agide, qui est un professeur de neurosciences et fondateur de l'Institut du cerveau, de faire une série de dialogues autour de la question de la marche. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il est nécessaire de faire ces dialogues entre neurobiologistes et philosophes. Parce que, d'une part, les points de vue ne sont pas les mêmes, et ensuite, contrairement à ce qu'on peut penser, ces dialogues sont relativement rares. Vous savez, c'est Charles Percy Snow qui, dans les années 30, parlait des deux cultures. La culture des littéraires, qui sont tellement nuls que si on leur demande ce que c'est que le second principe de la thermodynamique, ils ne savent pas. Et puis la culture des scientifiques, qui pensent que Shakespeare, Aristote ou Platon, c'est des broderies, mais pas des choses dures et sérieuses. Je caricature, mais cette pensée en silo, il faut en finir. Et avec aussi parfois la nécessité de résister à un impérialisme des neurosciences dont je ne pense pas, quelque respect, intérêt et attention que j'ai pour elles, et je crois que beaucoup de choses évidemment sont à venir, que tout est réglé, ni qu'avec des scanners, on comprendra comment fonctionne la pensée. On comprendra des tas de choses, mais à partir d'un certain point de vue, et pas de tous les points de vue. De même qu'il n'y a pas d'impérialisme de la philosophie, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impérialisme des neurosciences. Merci beaucoup. Pas d'impérialisme des neurosciences. Merci à vous deux. On va évidemment poursuivre nos échanges. Et pour ce faire, eh bien, nous allons à présent accueillir notre troisième intervenant qui, lui, va aborder le thème de notre congrès depuis sa position de pédagogue. Notre invité nous vient tout droit du Canada, où il a enseigné et occupé les fonctions de directeur d'établissement, de conseiller pédagogique, de formateur consultant. Il est aujourd'hui professeur associé au sein de la prestigieuse université McGill à Montréal et compte parmi les spécialistes de la pédagogie coopérative, de la résolution de conflits et du travail en équipe. Mesdames et messieurs, merci de réserver un accueil chaleureux à Jim Howden. Bonjour. Jim Howden. Bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation du SNEL. Bon, à vrai dire, il aurait été difficile pour vous de refuser, tant votre pédagogie, tant vos méthodes font place au plaisir. Mais avant que vous présentiez un peu votre approche, je voudrais qu'on fasse ensemble une nouvelle fois un petit détour par l'histoire. Est-ce que les pédagogues du passé ont toujours fait le lien entre apprentissage et plaisir, ou bien est-ce que c'est apparu il y a une centaine d'années avec ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles? J'aime beaucoup l'idée de pédagogie nouvelle parce que ce qu'on vit présentement, c'est des pédagogies du gros bon sens. Et que moi, j'ai de la chance de travailler avec plusieurs établissements scolaires afin de développer cette approche. Dans le passé, je n'arrive pas ici de Montréal avec juste mon idée. C'est basé sur Dewey des États-Unis, c'est basé sur Freinet. Je ne peux pas venir ici en France sans parler de Freinet, c'est évidemment. Juste pour me préparer un peu plus, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que Mérieux a prononcé une conférence en 2015. Donc, c'est pas, je ne veux pas aller dans le passé trop, mais c'est vrai que les pédagogies d'aujourd'hui sont influencées par plusieurs grandes personnes dans l'éducation. Le plaisir, peut-être, c'est mon apport, c'est ma contribution. Mais est-ce que avant Freinet, Montessori, est-ce qu'on avait déjà cette idée que le travail scolaire, il fonctionnait bien quand on y mettait du plaisir, quand il nous donnait du plaisir? Moi, j'ai pas eu beaucoup de plaisur à l'école, donc ça se date. C'est pour ça que vous prenez votre revanche aujourd'hui, vous avez raison, je sais. Vous faites bien. Mais je peux pas vous dire que ça va passer 100 ans, 200 ans passés, mais en même temps, j'ai écouté mon collègue et effectivement, ça existe le plaisir. En neurosciences, ça existe le plaisir comme un grand besoin. Et c'est un besoin fondamental. Alors, une petite réponse de Roger-Paul Droit. Je voulais juste demander à Jim Howden si il ne pense pas que c'est Rousseau qui est un tournant. L'Émile de Jean-Jacques Rousseau, c'est bien l'idée que contre le fait de fabriquer des petits singes savants avec les enfants, il faut leur laisser l'apprentissage et la découverte et le plaisir finalement de leur propre croissance. J'ai le sentiment, enfin dans l'histoire, souvent on dit que c'est là le tournant. Merci pour ce mot-là. Ça rentre aussi dans qui je suis comme pédagogue, comme prof à l'université, à la fac, oui, mais comme personne qui rentre dans les classes ici en France, puis enseigne en grande section, CM2, 4e. Moi-même, j'ai besoin d'avoir du plaisir. C'est impossible de vivre Justement, est-ce que, y compris les pédagogies nouvelles, évidemment, elles s'intéressaient au plaisir des enfants, est-ce qu'elles s'intéressaient au plaisir des enseignants? J'allais dire des parents, non, des enseignants, des pédagogues. Je crois que oui. Je reviens sur l'idée de le plaisir. Je peux pas faire ce que je peux pas venir ici sur le plateau si j'ai pas à avoir du plaisir. Si c'était pas plaisant, mais je dirais merci beaucoup pour l'invitation, puis je resterai chez moi. Si la condition pour entrer, pour passer le seuil de l'école, c'était de prendre du plaisir, les classes, elles seraient peut-être vides. On aurait réglé le problème des classes surchargées, je pense. On sait qu'il y a une scolarité, une instruction qui est obligatoire en France de 3 ans jusqu'à 16 ans. On prend du plaisir ou on n'en prend pas, on est un peu tenu d'aller à l'école. Et c'est un petit peu pareil pour les profs. Une fois qu'ils ont signé, il y a des horaires, des programmes à respecter. Ouais. C'est le droit et le devoir de chaque pédagogue de créer ce plaisir dans leur apprentissage. Le nom de mes formations ici en France, c'est le plaisir d'enseigner et le plaisir d'apprendre. Donc, ce n'est pas juste la posture de l'enseignant, c'est surtout la posture de l'apprenant. Et si l'enseignant, le professeur, est bien dans sa peau, pour dire entre guillemets, c'est sûr que ses élèves aussi vont être bien dans leur peau. D'accord. Donc, il y a quelques jours, vous avez fait une formation et puis quelqu'un vous a dit votre pédagogie, c'est une pédagogie du plaisir. Est-ce que vous pourriez nous la résumer en quelques phrases? Je sais que vous pourriez faire une présentation qui nous tiendrait jusqu'à ce soir, mais ouais, je sais. Alors, allez, je parie que vous êtes bavard. Donc, je vais faire le Jim Howden qui n'est pas vraiment Jim Howden. Donc, oui, la pédagogie coopérative, comme plusieurs de vous connaissez bien, c'est une approche pédagogique qui est complexe.
C'est complexe parce que il y a deux visées, double visée. C'est apprendre à coopérer pour apprendre. Et tout ça basé sur les valeurs humaines. Et je ne parle pas des valeurs morales, je parle de valeurs humaines qui sont sous-entendues du respect mutuel. Mais le respect mutuel était trop général. C'était difficile à décrire pour un élève de CM2, ou bien de 5e, 3e, ou bien terminale. Donc, c'est grâce aux réflexions que j'ai eues avec d'autres grands pédagogues, nous avons un peu décortiqué le respect mutuel dans les valeurs comme ouverture, entraide, engagement. Et que ces valeurs, ce sont des valeurs qu'on peut expliciter dans la salle de classe. Cet objet cette idée-là était objet d'une recherche-action par une congrégation ici en France, en Ardèche, et que les résultats sont très, très liés. Il y a un lien entre les deux. Hein. Si on peut expliciter les valeurs aux élèves, aux étudiants, pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi le respect et de vivre en respect mutuel, c'est toute une différence. Alors, il faut expliquer les valeurs, bon, très bien. Il faut mettre les élèves ensemble. Mais est-ce qu'il suffit finalement de les mettre côte à côte pour que la mayonnaise du plaisir, elle prenne? Excellente question. Il faut quoi? Il faut de l'organisation, du savoir-faire? C'est une approche qui touche le savoir-faire et savoir-être. Et que c'est là, j'aime faire une distinction entre le travail de groupe et le travail d'équipe coopérative. Parce que le travail de groupe, c'est quelque chose que nous avons fait pour des décennies, pour des siècles presque. Mais est-ce que c'est structuré selon les principes organisateurs? La réponse est non. Il ne suffit pas juste de dire, alors vous êtes en binôme, faites le travail. Ça ne marchera pas. Mais si vous êtes en binôme et vous êtes en interdépendance, ça c'est autre chose. Et vous soutenez que travailler en interdépendance, donc on éprouve un plaisir coopératif, certes, mais que l'efficacité sur les apprentissages est palpable. Oui. C'est les résultats de votre recherche. C'est palpable. Je peux voir ça d'un jeune de grande section à un enfant de 6 ans, 5 ans, et je peux voir ça avec les jeunes adultes en terminale. Qu'est-ce que ça change justement déjà, comment on essaie d'évaluer les progrès que font les élèves, et qu'est-ce que ça change dans la nature de leurs compétences? Enfin, est-ce qu'ils seront meilleurs sur un plan strictement académique? Est-ce qu'ils seront meilleurs sur le savoir-être? Ils partent des établissements scolaires, toute une personne. Donc, ce n'est pas juste les savoirs, les compétences disciplinaires, mais aussi les compétences transversales. Et on peut faire référence au socle commun ou bien les programmes ici en France, que c'est un besoin, c'est une attente, quoi. Mathieu Cassotti, merci beaucoup, Jim Roden. Mathieu Cassotti, votre voisin lie très étroitement le plaisir aux apprentissages, et même plus, il fait quelque part du plaisir la condition d'un apprentissage réussi. Est-ce aussi ce que nous dit la science, et notamment les neurosciences, la psychologie? Est-ce que c'est prouvé, entre guillemets? Voilà, je vois avec votre geste là, c'est pas une question très pertinente. Mais la réponse le sera. Non, mais bien évidemment que si vous n'éprouvez pas de plaisir à vous engager dans une tâche, et s'il n'y a pas cet engagement, cet enrôlement de la part de l'élève, et là, tous les penseurs et les théoriciens de la psychologie du développement, même s'ils n'étaient pas d'accord sur plein de choses, ils étaient d'accord sur la nécessité d'avoir ce rôle actif et de s'engager, bien évidemment qu'il n'y a pas d'apprentissage. Ils ne vont rien faire. Et on peut essayer de s'acharner pendant des heures et des heures. Si l'enfant ou l'adolescent n'a pas envie, et pour qu'il ait envie, il faut qu'il éprouve un certain plaisir. Alors, ça ne peut pas être forcément uniquement... La question de la temporalité est importante parce qu'ils sont focalisés sur une satisfaction et sur un plaisir immédiat. Ils ont difficulté à envisager du plaisir à long terme, ou en tout cas les conséquences positives à long terme. Donc, c'est aussi tout un apprentissage à avoir là-dessus parce qu'effectivement, ça demande des efforts. Mais effort n'est pas forcément n'est pas un antagoniste du plaisir. On peut aussi avoir du plaisir dans l'effort et dans la satisfaction d'avoir réussi quelque chose au terme. Et donc, quand on est pédagogue, quand on est enseignant, il faut toujours se dire quel est, non pas le plaisir, mais la récompense, je pense comme les psychologues, que va percevoir ou que je vais présenter à l'élève
Est-ce qu'on aura envie, si je fais mon vieux réac, j'aurais envie de dire, c'est bon, quoi. Sois content d'aller à l'école. Il y a des gens qui, par le passé, n'avaient pas cette chance-là. Tu n'as pas besoin d'avoir une récompense toutes les 10 minutes pour avancer. Mais ça, c'est toujours une forme de rationalisation des choses. Et le plaisir n'est pas simplement à considérer. On parlait de la coopération. Je pense que ça, c'est un élément fondamental. Le plaisir de travailler ensemble, quelle que soit la difficulté, le plaisir d'apprendre à coopérer. On parle de valeurs, on parle de choses qui sont très rarement explicitées à l'école. Moi, attendez, je termine juste là-dessus. Quand je fais travailler les gens en groupe à l'université, ils ne savent pas comment faire. Et même certains détestent, parce qu'ils ont toute l'expérience du collège et du lycée, où ils étaient avec des gens qui ne travaillaient pas bien, ils n'arrivaient pas. On ne leur a jamais appris à coopérer. Et on parlait de pédagogie alternative, Montessori, la collaboration, c'est important. Mais quand vous avez les évaluations nationales où ils sont seuls devant leur ordinateur, le premier réflexe des élèves Montessori, c'est de coopérer et de le faire à plusieurs. On leur dit non, faut pas faire ça, c'est pas bien. Mais eux, c'est leur réflexe de travailler ensemble. Donc là, il y a une vraie réflexion à savoir si on veut avoir des citoyens qui ont des valeurs et qui collaborent, il y a des changements à faire à l'école. Et je pense que oui, beaucoup. Merci beaucoup pour l'idée qu'il faut apprendre à coopérer. À la fac où j'enseigne, les futurs enseignants, ils sont tellement individualistes parce que c'est pas partout. Hein. C'est vraiment la bonne volonté de l'enseignant, le professeur en question de mettre en place cette pédagogie. Parce que c'est beaucoup plus facile de donner un cours magistral de 60 minutes que d'organiser une activité coopérative pour 60 minutes, on est d'accord. Mais c'est sûr que apprendre à coopérer. Et les grandes écoles chez nous, peut-être, je ne sais pas ici, je ne peux pas parler pour la France, mais chez nous, les grandes écoles de médecine, ça exige énormément de coopération parce qu'ils travaillent en équipe tout le long de leurs 4 ans et c'est impossible de faire ça. L'interdépendance est palpable. Et c'est évidemment une préparation à leur vie professionnelle future. Alors évidemment, la récompense ou le plaisir est nécessaire. Le plaisir, il vient quand on coopère, mais à condition d'avoir appris. C'est bien ça. Et la question que je pose aux scientifiques que vous êtes, est-ce qu'on a des éléments tangibles pour dire que les apprentissages sont de meilleure qualité, sont peut-être plus durables quand on les a réalisés sur la base de la coopération et qu'on a pris du plaisir à plusieurs, que si on était seul? Parce que toute la pédagogie que vous prenez est basée sur l'interrelation. Est-ce qu'on est à même de dire que coopérer, c'est un gage d'efficacité dans les apprentissages? Alors juste peut-être Mathieu Cassotti, puis vous réagirez, parce que je vous taquine un petit peu quand même, je suis là pour vous titiller. Bien sûr qu'on peut apprendre seul, bien sûr qu'on peut apprendre dans l'action, il n'y a pas de doute. Mais la coopération, et en particulier à l'adolescence, si on a appris à coopérer, parce que c'est ça le problème, c'est que si on ne vous a jamais appris, si on n'a jamais explicité comment on peut faire pour coopérer, pour travailler en groupe, ce que c'est la coopération, parce qu'on travaille beaucoup plus sur la compétition, qu'elle soit implicite ou explicite, mais on est systématiquement dans un système de comparaison sociale et ils passent leur temps à être dans ces situations de compétition. La coopération permet vraiment d'éprouver du plaisir, mais aussi un engagement, un sens à l'action qu'on va faire. Et dès lors qu'on est actif, on n'invente rien. Vous savez très bien que s'ils sont actifs, on se souvient de ce qu'on fait. Je me souviens encore des exposés que j'ai faits en collaboration avec mes camarades en CM1. Par contre, si vous me demandez la poésie que j'ai appris par cœur en CE2, non. Et parce que ça n'a pas de sens. Ça avait du sens de créer cet exposé sur François Ier. Vous voyez, donc tous ces éléments sont extrêmement importants. Je me redonne. Merci. Je vais loin un peu peut-être, mais comme pédagogue en pédagogie coopérative, j'étais influencé par les grands noms américains comme les frères Johnson, Spencer Kagan et Robert Slavin, et que ces personnes, ils ont fait énormément des études scientifiques qui font des liens étroits entre l'utilisation de la pédagogie coopérative et le bien-être social, les relations interpersonnelles, le développement cognitif. Donc oui, ça existe. Est-ce que l'enseignant ou la classe ne peut pas prendre de plaisir? On a vu qu'il y a une dimension collective à ce plaisir. Est-ce qu'elle ne peut pas prendre de plaisir si une partie s'ennuie, voire est en pleine souffrance pendant le cours?
Et si oui, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que l'enseignant, il est le garant du plaisir de tous et ça commence à faire beaucoup sur ses épaules. Est-ce que, en d'autres termes, si on veut qu'une classe prenne du plaisir, que ses élèves du plaisir, est-ce qu'il faut être attentif à tous, faire de la pédagogie différenciée, enfin, voilà, ou est-ce qu'on peut se permettre d'en perdre quelques-uns sur le chemin? Tim Howden. La pédagogie coopérative, c'est comme une des pédagogies qui fait faire à développer le savoir-faire et savoir-être. Mais il y a la pédagogie différenciée, positive, qui est tout aussi important que les autres pédagogies. Pédagogie coopérative, c'est une pédagogie parmi plusieurs pédagogies qui sont aux présences pour les profs et les enseignants. Donc, oui, il ne faut pas croire qu'on doit faire la pédagogie coopérative tous les jours, chaque séance. Oublie ça. Mais les valeurs qui sont explicitées sont là. L'engagement et le plaisir, d'après moi, c'est pas seulement un besoin fondamental, mais aussi c'est une valeur en soi. Merci. Roger Paul Droit, je voudrais vous entendre sur cette dimension collective du plaisir. Ça ferait un beau sujet de bac. Hein. Est-ce que le vrai plaisir serait celui qu'on partage nécessairement? Les 4 heures, on ramasse les copies, et quelle heure? Oui, mais je vais répondre à votre question. Bien sûr, il y a un plaisir altruiste d'une certaine manière. Le plaisir n'est pas seulement pour soi, et en particulier le plaisir d'enseigner, c'est le plaisir de partager avec d'autres des découvertes qui, pour soi-même, ont été des moments clés, des découvertes à la fois plaisantes ou enthousiasmantes, des choses qui ont au cours de notre vie, changer l'existence et qu'on a forcément, je crois, envie et plaisir à partager et à transmettre. Et cette idée aussi est très différente avec les connaissances, parce que ça c'est trivial, mais le partage d'un gâteau, c'est évidemment un nombre de parts fini, et plus vous le partagez, plus les parts sont petites, et puis au bout d'un moment on ne peut plus. Alors que les connaissances, par définition, n'ôtent rien aux connaissances du fait d'être partagées. Et elles sont identiques à elles-mêmes, quel que soit le nombre. Et je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait important. Il y a un vieil auteur, je ne veux pas me spécialiser dans les vieux auteurs, mais enfin, Erasme, qui a un très, très joli verbe pour dire cela. Vous savez que puer, en latin, c'est l'enfant, et il utilise le verbe pour dire ce que doit faire l'enseignant de repuerescere. Alors, on ne peut pas dire retourner en enfance, on ne peut pas dire retomber non plus, on ne peut pas dire faire l'enfant. C'est assez difficile à traduire, mais c'est se mettre dans la parole d'adulte que l'on a, dans une position d'enfant pour parler en tant qu'adulte, mais à des enfants, et faire ce partage-là. Repuerescere, c'est d'une certaine manière rafraîchir, au sens informatique, si vous voulez, notre écran, et retrouver une sorte d'émerveillement ou d'étonnement de la première fois. Si on ne rejoue pas ça dans une classe pour le faire avec le groupe, il me semble qu'on rate. Et des fois, on n'a pas envie. Je me souviens que quand j'étais prof de terminale, ça m'est arrivé quelques années, j'ai compris tout de suite qu'il fallait, que la philosophie c'était une activité, que ça devait donc être partagé avec tous, qu'il fallait qu'ils aient à chacun leur mot à dire, mais jouer la seconde méditation de Descartes et la découverte du cogito à 9h du mat quand on n'a pas forcément bien dormi, on n'a pas... Bon, et il faut le faire, il faut le jouer, et il faut prendre plaisir à le jouer comme si on le redécouvrait, sinon... ça ne passe pas, ils ne comprennent rien, c'est juste un cours de plus, et ce n'est pas une activité pour personne. Jim Howden, on a beaucoup parlé de la position du pédagogue. Bon, on est devant des pédagogues qui sont aussi chefs d'établissement. Quand on est à la tête d'une équipe, est-ce que on peut, par le rayonnement de son propre plaisir, emmener tout le monde avec soi? Est-ce que le plaisir il est contagieux? Tout à fait.
Après mes expériences ici en France avec les établissements où le chef d'établissement a suivi des formations que j'appelle cultiver la collaboration, comment créer des équipes efficaces entre adultes dans un établissement, de mettre en place les réunions de concertation, mais sont vraiment créées par les mêmes concepts que la coopération en classe, sauf que c'est maintenant entre adultes. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. J'ai rencontré une amie chef d'établissement ce matin, non, cet après-midi, et qu'effectivement, elle m'a raconté que ça change tout. La façon qu'elle fait, ça change tout. La dynamique, la bienveillance, l'ouverture, la disposition de travailler plus fort. Donc c'est magnifique de voir ça. Une autre chose, j'ai la chance de entre guillemets, coacher, accompagner quelques chefs d'établissement qui mettent en place ces concepts avec leur équipe adulte. Et je suis là pour observer, puis après, je donne un feedback à la personne concernée. Et c'est merveilleux de voir comment ça change la dynamique. C'est pas comme ça, mais c'est vraiment comme ça. Mathieu Cassotti, est-ce que le plaisir est contagieux, notamment quand on dirige une équipe? Est-ce que, évidemment, vous n'avez pas passé tout le monde sous scanner, mais sous IRM, mais est-ce que chez chaque humain, chez chaque être humain, le fait de voir quelqu'un qui prend du plaisir, ça nous donne du plaisir, ou bien est-ce qu'on est plutôt sur le chat Freud, allemand, on se réjouit des petits malheurs de ses camarades. Enfin, quelle est la tendance de fond chez l'humain? Ça demande de l'énergie. C'est bien sûr que quand on éprouve du plaisir et qu'on souhaite le partager, ça demande de l'énergie. On a des mécanismes automatiques. Si je vous souris, vous allez avoir tendance à déclencher chez autrui un comportement d'approche. C'est vrai uniquement, mais pas à Paris, parce que ça dépend en fait dans le métro. Pas à Paris, pas dans le métro, pas les jours de grève. Dans le métro, s'il y a quelqu'un qui vous fait un gros sourire en vous regardant, que vous ne le connaissez pas tout de suite, Ouais. Là c'est plutôt de la méfiance que vous déclenchez un comportement de peur, mais en réalité, un vrai sourire, et pas un peu bizarre, mais à Paris, du coup, le sourire est bizarre. C'est pour ça que je prends l'exemple. Mais n'importe où dans le monde, sourire, en fait, déclenche automatiquement un comportement d'approche. Donc oui, c'est contagieux, mais ça suffit pas. Il faut effectivement des outils pour stimuler la collaboration. Il faut susciter un modèle d'adhésion aussi. Et c'est toute la difficulté, nous, on l'a aussi à l'université. C'est que, alors nous, on est obligé de susciter ce modèle d'adhésion parce qu'en fait, en direction, tout est démocratique, donc on n'a aucun pouvoir. Donc on ne peut rien imposer à qui que ce soit. Donc si vous n'arrivez pas à convaincre les collègues de s'engager avec les valeurs, de définir ces valeurs partagées et communes pour pouvoir s'engager derrière dans le mouvement, effectivement, ça ne va pas suffire de sourire. Voilà, ça ne va pas suffire, votre plaisir va se diluer. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler, on posera évidemment la question demain matin à Benoît Serre, le DRH de L'Oréal, mais est-ce qu'on peut parler de management par le plaisir? J'ai toujours du mal avec cette idée de management et quand on est dans cette... Vous voyez bien qu'à la fac, ça ne marche pas, il n'y a pas de management. Tranquille. Oui, mais ça peut... Enfin, effectivement, c'est une autre forme de management. C'est un management collectif, partagé, collaboratif. C'est pas un management top-down. Et c'est très différent, en fait. Est-ce que top-down ou flat, est-ce que le plaisir peut être une façon, un mode de leadership finalement? Pour ne parler qu'avec des anglicismes, puisqu'on adore. Le Québécois que vous êtes va adorer aussi. S'il est sincère et que ce n'est pas un outil calqué, posé, je pense que ça peut avoir une forme. En tout cas, c'est une vraie réflexion collective à avoir sur comment on peut manager ensemble et se manager ensemble et collaborer ensemble pour que chacun puisse y trouver en tout cas une forme de bien-être. Au-delà du plaisir immédiat, aussi une forme de bien-être, de quête de sens. Quel est le sens de ce qu'on est en train de faire? Parce qu'on le perd souvent quand même. Parmi toutes les activités qu'on fait, à la fin de la journée, on se dit mais... c'est pourquoi. Finalement, ce n'est pas un management par le plaisir, mais plutôt par le sens. Le sens et l'engagement. La volonté. Parfait. Je vous propose tout de suite de passer à des questions de la salle. Nous avons, je crois, 2 micros qui sont à votre disposition pour interpeller nos invités. Bonjour. Alors, les neurosciences nous ont appris qu'il existait plusieurs intelligences. L'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle. J'ai entendu que vous aviez pris du plaisir en étant vous-même
élèves à vos travaux de groupe, moins à ce que vous avez appris tout seul, comme une poésie par exemple. Moi, je voulais témoigner de l'inverse, que j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à apprendre seul et que j'ai toujours beaucoup souffert des travaux de groupe où il fallait faire avec des camarades jean-foutistes. Et je voulais rajouter aussi que, en tant que management, il fallait faire attention, moi je suis plutôt en fin de carrière, à penser le plaisir à la place de l'autre. Vous voyez, on imagine à la place de l'autre que ce qu'on va proposer, ça va faire plaisir à tout le monde. Donc tout le monde semble être content. Moi je voulais témoigner du grand plaisir que j'avais à partager, et ça c'est de l'ironie bien sûr, vous savez, les fins de réunion d'appel à 22h, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer, mais vous avez le plaisir de partager, et encore la galette, et encore la pizza. Est-ce que, Ouais. alors, Mathieu Cassotti, première question, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque à vouloir à tout prix avoir de la convivialité et créer du plaisir quand on est dans une organisation comme un établissement? Mon fils est pareil que vous. Et encore la semaine dernière, il m'expliquait à quel point il supportait pas les travaux de groupe parce que c'est lui qui fait tout. Et je comprends que dans ces conditions, et moi aussi je n'ai pas envie de travailler avec les autres si il y en a qui ne font rien, ne contribuent pas, etc. Ça, bien évidemment. Ce qu'on dit, et je pense que tu pourras donner les clés pour le faire, c'est si on apprend à collaborer, si on outille, on leur donne des outils pour penser la collaboration, pour définir ensemble les valeurs, ensemble la contribution de chacun, ensemble le processus de décision, là c'est différent. Et peut-être que vous l'auriez mieux vécu, votre collaboration, si vous aviez eu un travail sur l'explicitation de comment on peut faire pour collaborer. On est des individus sociaux, majoritairement on va plutôt rechercher la proximité et le contact, plutôt rechercher effectivement la relation sociale. Après, il y a des différences interindividuelles, bien évidemment, il y en a qui préfèrent être plus seuls. Mais d'abord, outillons-les et voyons un petit peu ce que ça peut donner. Mais je comprends votre expérience, mon fils vit la même chose. Dis-moi, Rodolphe, si on veut exercer un management, un leadership par le plaisir, ça suppose de bien connaître les différentes personnes qui composent le groupe, qui composent l'équipe, et d'être attentif à leurs besoins et à la façon dont elles pourraient, ces personnes-là, prendre du plaisir ou à la limite se retrouver dans des situations de déplaisir. Je crois que c'est un élément clé pour réussir en équipe d'adultes dans un établissement, mieux se connaître. S'ils ne se connaissent pas, mais là, ça va être très difficile pour les leaders pédagogiques de vraiment de travailler avec eux vers un but commun. Donc ça, c'est une des étapes essentielles, que on va se comprendre un peu plus sans les étiquettes. Je suis un interpersonnel, un intrapersonnel, un kinesthésique, quoi que ce soit. C'est les différences, célébrer les différences. Et si on peut célébrer les différences, je crois qu'on peut avancer beaucoup plus. Et que je vais ajouter quelque chose, je suis comme votre fils et vous. J'avais du mal à l'université de vivre en équipe parce que c'était pas une équipe, c'était un groupe. Et le prof a dit, vous trois, vous devez travailler ensemble pour remettre un travail à la fin de la session. Et que c'était horrible, parce que moi, j'avais des attentes comme des bonnes notes, et que les autres, il y avait une vie. Donc, c'était juste... non, c'est vrai. Donc, moi, j'étais prêt à travailler tout le temps. Les autres, ben non, c'était pas leur but. Ils voulaient apprendre, mais point final, pas comme au-delà d'eux. Donc, c'est là où j'ai demandé... Imagine Jim Howden assis ici, il est en train de travailler la notion de coopération. J'ai dit à mon prof, non, je travaille plus avec les autres. Je travaille seul. Parce que ça vaut la peine. Je vais mettre toutes mes énergies dans mes apprentissages et pas dans les apprentissages des autres. Donc, j'ai changé l'idée. C'est pas le travail de groupe, c'est le travail d'équipe. Et ça, c'est différent. Une autre question. C'est pas vraiment une question, c'est plus un témoignage aussi, mais qui va dans le sens de ce que vous expliquez. Mon épouse vient de changer de boulot et travaille pour une association de lutte contre les addictions. Et au départ, elle est tabacologue. Et elle me dit, on m'envoie en mission dans les écoles primaires. Je me suis dit, tiens, tu vas faire de la formation à la tabacologie en primaire, c'est peut-être un petit peu tôt quand même. Elle me dit, non, on travaille sur un projet de développement des compétences psychosociales et on met les profs en action pour faire travailler les élèves en groupe et en travail coopératif. Et elle est chargée de les observer.
Et je lui dis, mais c'est quoi le rapport? Parce que c'est une association qui lutte contre l'alcoolisme, tabagisme, drogue, etc. Et le rapport, c'est que des études ont été faites depuis un certain nombre d'années maintenant. Ce projet-là, il a déjà été éprouvé. Et il est démontré maintenant que quand on développe ces compétences psychosociales chez des enfants en école primaire en bas âge, le risque d'entrer dans des addictions type tabac, drogue, alcool, à l'adolescence, à l'âge adulte, est très sensiblement diminué. Donc quand on parle du plaisir, on peut aussi imaginer que ça veut dire qu'ils sont un peu mieux dans leur basket et qu'ils ne vont pas chercher ailleurs un plaisir qu'ils trouvent dans la relation. Voilà. Et pour l'anecdote, moi je me souviens quand j'ai pris mon premier poste de prof, j'ai mon vieil oncle agrégé qui m'a dit « Écoute, si tu ne prends pas de plaisir avec tes élèves, c'est qu'ils se seront ennuyés autant que toi. Donc avant de faire le méchant, essaye de prendre plaisir avec eux. » Merci beaucoup pour ce témoignage. J'aurais envie, alors je ne sais pas si vous voulez rebondir au témoignage en lui-même. Mathieu Cassotti. Ce que vous dites est complètement vrai. C'est-à-dire qu'on peut intervenir au collège et essayer de leur expliquer que le tabac c'est mal, c'est dangereux, etc. C'est pas ça qui va déterminer leur décision, voire même il y a même des effets négatifs. C'est-à-dire qu'il y a des interventions de prévention où on leur présente les drogues, les alcools, les comportements sexuels et on augmente en fait l'ensemble de ces conduites à risque. Donc en plus on a un effet de retour qui n'est pas forcément bon. Par contre, les outiller pour qu'ils puissent comprendre leurs émotions, mieux réguler leurs émotions, mieux comprendre l'interaction sociale et le fait qu'ils ont le droit de dire non et que la soumission au groupe, le conformisme social est quelque chose qu'on fait tous, on est tous sensibles au conformisme social, mais que parfois on peut aussi, quand le comportement ne nous plaît pas, dire non et que la valorisation ne passe pas que par le regard des autres. Tous ces éléments-là, toutes ces compétences psychosociales, c'est fondamental justement pour les outiller et les armer à résister ou en tout cas à s'engager, ils auront moins besoin de le faire. Donc oui, plus tôt on peut le faire, mieux c'est. Le problème, c'est que si on commence maintenant, c'est génial, mais on aura les effets dans 20 ans. Et qu'est-ce qu'on fait de nos adolescents aujourd'hui? Mais donc ça veut dire qu'on peut commencer très tôt, mais qu'on peut aussi, chez les adolescents, au collège et au lycée, quand même essayer de faire quelque chose sur ces compétences psychosociales. Qui leur parle d'émotions? Qui leur parle de stratégie de régulation des émotions? Et je ne dis pas joie, peur, colère, tristesse, parce que ça, on a appris à le distinguer au primaire, oui. Mais au collège, l'envie, la culpabilité, la jalousie, tout ce qui fait en fait l'essence même de nos comportements, on ne leur parle pas, on ne leur explique pas que c'est normal d'en ressentir et qu'on peut même l'exprimer, dialoguer, parler, le vocabulaire des émotions. Et puis apprendre à les réguler. Quand je dis réguler, ce n'est pas contrôler et les mettre de côté comme quand vous faites une partie de poker. C'est être capable de réévaluer, de prendre du recul, de la perspective, et pour ne pas rentrer dans une rumination. Et donc si on ne fait pas ce travail-là, effectivement, s'il le développe par l'expérience, le hasard, la famille, tout ce que vous voulez, et ça peut avoir des conséquences assez négatives. Moi, je voudrais bien rebondir juste sur votre dernière phrase. Finalement, un professeur qui ne prend pas de plaisir, est-ce que c'est un mauvais professeur? Un chef d'établissement qui ne prend pas de plaisir, est-ce que c'est un mauvais chef d'établissement? Un philosophe qui ne prend pas de plaisir, est-ce qu'il est forcément mauvais, ou est-ce qu'il suffirait finalement d'être un peu professionnel et puis voilà, il y a des jours où on ne prend pas de plaisir, c'est pas grave. Du moment qu'on assure et qu'on fait ce qui est attendu de nous, éventuellement en ayant un sourire plus ou moins forcé pour entraîner les autres à sa suite. Qu'est-ce que vous en pensez, Roger? Paul Droit? C'est pas tout ou rien. C'est-à-dire qu'il faut, je crois, se défier d'une propension qu'à notre époque, de plus en plus, à penser que voilà, c'est noir ou blanc, c'est oui ou non. Il me semble qu'il faut essayer de voir les choses de façon plus équilibrée. Évidemment, le plaisir est un moteur absolument indispensable à l'apprentissage, à la découverte, à l'enseignement des deux côtés, enfin du côté du prof comme de celui des élèves et du côté de l'ensemble de la structure éducative. Mais d'un autre versant, sur l'autre versant, il ne faut pas imaginer que l'on doit prendre du plaisir tout le temps, du matin au soir, et comme une sorte d'obligation. Un des effets pervers, me semble-t-il, du management par le plaisir, c'est le enjoy permanent où on doit être heureux tout le temps. Une dictature du bonheur, finalement, dans notre société. Oui, et cette dictature-là, elle a comme énorme inconvénient l'élimination du négatif.
Or, il n'y a évidemment pas d'existence humaine sans un mélange permanent d'ombre et de lumière, de positif et de négatif. Et vouloir éliminer le négatif totalement, ça, c'est non seulement un fantasme, mais c'est un fantasme nocif. Le négatif a aussi quelque chose de constructeur. S'ennuyer, c'est ensuite pouvoir découvrir. Je ne fais pas, évidemment, l'apologie de l'ennui, l'éloge de la souffrance ou de la méchanceté ou quoi que ce soit, mais c'est Nietzsche qui dit ça très bien, que dire oui à la vie, c'est dire oui, évidemment, à la jouissance, à l'amitié, à la beauté, à l'amour, mais c'est aussi nécessairement, parce que c'est un tout, dire oui à la crasse, à la trahison, à la saloperie, etc. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que le fait de s'imaginer que tout doit être plaisir tout le temps est aussi, à la limite, totalitaire ou dictatorial que d'une imposition de quelque chose. Alors il faut œuvrer pour le plaisir, il faut qu'il soit moteur, il faut qu'il soit, comment dirais-je, du côté du développement, mais il est clair que tout ce qui est négatif existe, peut aussi se retourner, mais ne doit pas être oublié. Oui, on n'est pas loin d'ailleurs d'une forme de culpabilisation des gens qui ne prendraient pas plaisir pour des raisons XY. Peut-être d'ailleurs que certains individus sont davantage portés vers le plaisir que d'autres. Est-ce que si je peux ajouter juste un mot, il y a aussi dans cette idée de la dictature du bonheur, le fait que ce serait facile et qu'il n'y aurait que des choses faciles qui soient plaisantes. Moi, je pense qu'il faut absolument dire à tout le monde, et en particulier aux enfants et aux jeunes, faites des choses difficiles. Faites des choses difficiles et des choses qui éventuellement vous font un peu peur de leurs difficultés, parce que c'est évidemment là que vous aurez le maximum de plaisir après, que vous aurez à surmonter quelque chose et que vous verrez que c'est bien. Mathieu Cassotti, est-ce que certains individus seraient davantage enclins à éprouver du plaisir? Est-ce que psychologiquement, il y a des personnes qui sont naturellement portées sur le plaisir et d'autres qui ont plus de mal? Bien évidemment qu'il y a des différences interindividuelles. Elle s'explique comment? Et puis il y a aussi des éléments contextuels. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est plus difficile d'éprouver du plaisir qu'à d'autres. Et on a le droit, effectivement, d'éprouver d'autres types d'émotions. Et un enseignant, c'est un être humain qui ne peut pas faire abstraction de tout le reste. Mais sur ces questions de savoir si... il y a deux éléments. Il y a ceux qui sont plus sensibles que d'autres au plaisir, ou en tout cas aux récompenses, ou à des éléments positifs. Et puis il y a ceux qui ont des mécanismes qui leur permettent en fait de mieux réguler en fait leurs émotions, et qui, même dans des situations compliquées, leur permettent toujours de ressentir de la tristesse, de la colère, mais de trouver les ressources pour la réduire, ou en tout cas trouver une façon de réévaluer les choses. Et donc, on peut aussi s'entraîner, si on le souhaite, c'est pas une obligation, aussi à essayer, dans des tâches qui sont moins favorables à ça, à ressentir plus de plaisir et réévaluer en fait cognitivement la situation. On sait que ça va être compliqué, que ça va être difficile, mais je peux me focaliser sur l'issue ou sur le cheminement ou sur l'engagement. Je ne sais pas, mais il y a la possibilité en fait de simuler, en tout cas de réguler en fait son plaisir à la hausse. Merci beaucoup. Il y avait, je crois, une autre question, si je ne m'abuse. La voilà qui arrive. Bonjour, François Bégard de Bordeaux. Je vais rebondir dans un premier temps sur les travaux de groupe. Là, je crois qu'on peut aller au bout de la démarche prônée par Jim jusqu'à l'évaluation. C'est-à-dire que sur un groupe de 3, donnez-leur la note sur 60 et laissez-les se débrouiller. Ils seront toujours plus justes que vous. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est une question qui s'adresse à vous trois. Vous avez très très bien parlé du plaisir, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce plaisir serait décuplé, y compris dans le cadre scolaire, si on ajoute un peu de frustration? La frustration nécessaire pour décupler le plaisir. Alors c'est vrai que ça va un petit peu à contresens de notre société où on a l'impression qu'il faudrait satisfaire dans la seconde, en un clic, tous nos plaisirs. Qu'est-ce que vous en dites, Roger Paul Droit? Oui, la frustration, oui, bien sûr. Je veux dire, c'est une question, là aussi, de réglage et de dose. Mais il n'y a pas, me semble-t-il, d'action
motrice sans une part de frustration. Si on continue à faire de la philosophie, c'est parce qu'elle est inachevée et inachevable. Si on continue à faire de la science, c'est parce que le jour où on dit on ferme les labos, tout est fermé, tout est découvert, n'arrivera jamais, et que l'inachevé des actions et de la créativité et de l'histoire humaine contient de la frustration comme moteur. Voilà, et je crois, à condition qu'elle ne soit pas imposée de manière, je ne sais pas, punitive ou simplement sadique, qu'évidemment la frustration est une chose tout à fait importante, mais à doser. Mathieu Cassotti, le manque, la frustration, l'inachevé, c'est là que se niche finalement le bonheur, ou en tous les cas le bonheur à venir. Tout mécanisme d'apprentissage, quel que soit, et qui demande un coût, va induire de la frustration, parce que c'est rare qu'on essaye quelque chose pendant qu'on est en train de l'apprendre et qu'on le réussisse du premier coup. Enfin, a priori, on va tous être frustrés à un moment donné. La question, c'est comment on gère cette frustration. Elle peut être utile comme moteur de recommencer, de persévérer, mais si elle est trop importante et qu'elle conduit à l'abandon, là, elle est problématique. C'est pour ça que le rôle du pédagogue, c'est aussi de trouver un moyen de réguler cette frustration, pas de la nier, pas de l'éviter à tout prix, mais de faire en sorte que quand elle apparaît, on ne puisse pas aboutir à quelque chose qui bloque en fait le processus d'apprentissage. Thierry Oden, vous voulez ajouter quelques mots? L'idée de frustrer, c'est important, surtout quand on travaille avec les autres, mais c'est de trouver des moyens, des outils pour exprimer, de dire à haute voix qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche bien, et on peut aller au-delà des apprentissages, mais aussi la personne. La personne peut aller loin. Et je trouve que c'est pas d'accepter que c'est pas facile. C'est pas facile, cette approche pédagogique, non seulement pour les enseignants, mais pour les apprenants aussi. Parce que là, c'est complètement déstabilisant. Là, j'étais bien, randonnion, bouge pas, parle pas, écoute le prof, prends les notes, faire les traces, au revoir. Prochain cours. Mais maintenant, c'est que là, on va faire appel à un certain engagement, merci, l'engagement intellectuel, mais aussi social, que j'engage à travailler avec quelqu'un que je connais pas. Je m'engage à travailler avec, peut-être, c'est pas le plus populaire. Il y avait juste, vite fait, une petite anecdote. Dans une classe de grande section, un élève qui est arrivé à l'établissement le matin même, et moi j'étais avec eux dans l'après-midi, et que la petite fille, qu'elle avait aucune copine, connaissait personne, et qu'il y avait une jeune fille qui était allée voir la nouvelle arriver, elle a pris par la main, puis elle a dit « Maintenant, nous sommes copines ». Juste cet acte-là, c'était incroyable. Parce que là, on voit que cette idée, ce plaisir, le petit de 5 ans, est-ce qu'elle a dit « J'ai du plaisir à travailler avec un étranger » Non, mais que quand même, je suis prêt à aller au-delà. Et c'est quelqu'un qui a suivi 2 ans au Montessori. Bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci infiniment. Alors, vous nous avez bien éclairé sur ce plaisir qui va nous occuper tout au long de ce congrès. Merci, à très vite.